Et si vous voulez, ma limite, c'est la vulgarité. Et j'ai conscience que ma vulgarité peut ne pas être votre vulgarité. C'est-à-dire que je peux sembler vulgaire à certaines personnes. Mais ceux qui m'aiment, qui me comprennent, qui me connaissent, etc., voient cette même limite que moi. Et voient que ce n'est pas vulgaire. Et déjà, à cette époque, donc j'ai commencé là, je me suis rendu compte que ça comblait un fantasme quand même, l'exhibition. Je m'appelle Fernando de Amorim. Je ne suis ni journaliste, ni intervieweur, mais psychanalyste. Chaque semaine, je reçois une personnalité pour une expérience thérapeutique inédite. Et comme à chaque première consultation, je ne sais rien ou peu de choses sur la personne que je reçois. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec une femme avide de liberté. De ses débuts dans l'industrie du porno à sa nouvelle vie d'artiste de cabaret, elle a su faire de son passé sulfureux une force pour devenir la femme qu'elle est aujourd'hui. Elle s'appelle Clara Morgan et vous allez être les témoins privilégiés de cet entretien à huis clos. Je vous en prie, venez. Bonjour. Bonjour, installez-vous. Enchantée. Ravi de faire votre connaissance. Pareil, je suis ravie d'être là. Merci, j'ai même un thé. Je vais vous demander d'abord, avant de vous laisser la parole, de me dire votre prénom, votre nom de famille et votre métier. À vous. Je m'appelle Clara Morgan, je suis artiste entrepreneuse. Eh bien, j'aimerais que vous puissiez parler librement, ce que vous vient à l'esprit. Ok. D'accord, je vous sens tout à fait à l'aise. Je suis quelqu'un de très libre, alors vous me parlez de quelque chose que je connais. C'est vrai, vous êtes quelqu'un de très libre. Moi, je pense. Eh bien, allez-y, commencez par là. Ça veut dire quoi, être quelqu'un de très libre? Toute ma vie, je pense, a été placée du côté de la liberté, quitte parfois à faire des choix un peu provocants. Qu'est-ce que vous entendez par choix provoquant? Écoutez, je ne sais pas si... bon, apparemment, vous me connaissez pas, mais j'ai un parcours assez atypique. Allez-y, apprenez-moi sur votre parcours. En fait, très rapidement, je suis rentrée en guerre, c'est vrai, avec ma maman, parce que à l'âge de 14, même 12 ans, 12, 13, 14, j'ai compris qu'elle faisait parfois les choses, ce qu'en tout cas j'ai identifié à cet âge-là, pour elle, presque pour pas me perdre, que pour moi. Et ça m'a énormément dérangée et j'ai eu une adolescence, on va dire, très compliquée. Vous dites ça avec un sourire malicieux. C'est quoi? J'ai jeté des chaises à travers le salon. J'ai eu beaucoup de violence en moi, beaucoup d'agressivité à une époque, mais c'est parce que je me sentais vraiment enfermée. J'ai commencé à avoir ce goût pour la libération, finalement. Et tout a commencé avec un reportage, en fait, que j'ai vu sur le Cap d'Agde. J'avais 17 ans. Et en fait, j'ai vu pour la première fois des gens totalement libres de leurs mouvements. Ils déambulaient dans, dans cette ville tout nus, etc. Enfin, vraiment en phase avec la nature, sans aucun tabou, sans... Et cette liberté, en fait, beaucoup plus que la nudité, m'a attirée. Et je me suis dit qu'on pouvait... Alors, j'avais pas envie de vivre au Cap d'Agde, bien sûr, mais je me suis dit qu'on pouvait vivre différemment. Et ça a été la première fois que cette idée a vraiment mûri en moi. J'en ai parlé à mon petit ami de l'époque,
qui avait 4 ans de plus que moi, de cet endroit où les gens vivaient nus, libres, etc. Bon, j'étais toute petite, hein, j'avais 17 ans. Et il m'a dit, bah, je t'emmène. 17 ans, c'est pas si petite que ça. Je suis d'accord. Mais c'est quand même assez jeune dans une vie, j'imagine. Enfin, moi, en tout cas, je regarde cette presque petite fille avec beaucoup de tendresse parce que je suis plus cette jeune fille. Et en fait, mon petit ami m'a pris au mot et on s'est retrouvés au Cap d'Agde dans cet univers-là. Et chose que je n'avais pas du tout imaginée, c'est que j'ai commencé à rencontrer des gens et à me créer, on va dire, un cercle, alors pas d'amis, mais de connaissances dans ce domaine-là. Et c'est vrai que dès lors, mon retour au lycée a été assez difficile parce que je me sentais différente des autres. J'ai commencé à devenir une femme. Par exemple, la bisexualité ne me posait pas de problème. Elle est arrivée dans ma vie. On va un peu plus doucement. Ah oui, oui. Hein? Je vais très vite. Oui, mais nous avons le temps. Qu'est-ce que vous entendez par bisexualité? J'étais attirée par les femmes très jeunes, autant que par les hommes. Quel âge? Oh, je pense assez jeune. Hein. Je pense... à peu près. Je dirais 8-9 ans. 8-9 ans, vous étiez attirée par les femmes. Oui, par les hommes aussi. Hein. Oui, d'accord, on va par étapes. Non, mais je veux dire, je me sentais pas lesbienne absolue. Même très jeune, je savais que les deux pouvaient m'attirer. D'accord, 8-9 ans. Oui. Oui, parce que c'est tout à fait normal, dans le sens que la pulsion s'y balade. Hein? Les pulsions sexuelles sont là depuis que vous êtes toute petite. Hein? Un nourrisson a déjà des pulsions sexuelles. Donc 8-9 ans, donc vous êtes en train de voir les êtres, hein, masculins, féminins, et ça vous attire. Mais je me sentais seule à vivre ça. Si vous C'est-à-dire? C'est-à-dire que je me sentais extrêmement différente déjà. Moi, on m'avait appris un homme, une femme. Il y avait pas, dans mon éducation, oui. On ne pouvait pas sortir du schéma maman, papa. C'est pas méchant pour mes parents, mais c'était vraiment à l'ancienne école. Mes parents sont nés en Algérie. On avait toute une culture espagnole, algérienne derrière nous, avec un grand-père très très présent. D'être juste attiré au niveau de la joliesse d'une petite fille, en étant aussi petite fille, c'était déjà me sentir différente. Et vous avez gardé cette information, le plaisir de voir cette information. Pour vous, vous avez parlé avec votre mère? Non, ça je l'ai gardé pour moi. Voilà, très bien. Et si vous voulez, ça a été beaucoup plus fort vers 14-15 ans. Quand ma crise d'adolescence a commencé... Donc ça veut dire que ça, 8-9 ans, ça s'est endormi et s'est réveillé à 14-15 ans? Oui, avec vraiment les deux. Hein. C'était un sentiment d'ouverture, oui. presque, oui. de curiosité, plus que je suis lesbienne. C'était pas ça. Oui. Ça doit être possible pour moi d'envisager cette possibilité. Et en fait, dans ma crise un peu violente, c'est vrai que je l'ai dit à ma mère. Ah. Voilà. Très bien. Et elle a réagi d'une façon assez étonnante. De quelle manière? Mais qui m'a beaucoup réconfortée, bizarrement, parce qu'elle ne connaît... Si vous voulez, ma mère, elle a eu une éducation par son père. Elle a été élevée que par son père. Elle a été coiffeuse à 14 ans. Elle est restée toute sa vie en salon de coiffure. Elle a eu une vie très rangée. Et en fait, elle savait que j'étais... apparemment, elle savait que j'étais différente parce que ce jour-là, elle m'a regardée d'un air un peu choqué et en même temps pas tellement, en me disant « Mais de toute façon, je savais que toi, t'étais différente. » Très bien. Oui, c'était quelque chose en moi et je me posais beaucoup de questions sur ce qu'allait être ma vie amoureuse. D'accord. Donc, elle a dit ça et vous continuez. Oui, alors... ça m'a libérée, cette réponse, parce que je me suis dit... si je fais les mauvais choix selon elle, elle va continuer à être ma maman. Donc en fait, ça m'a quand même libérée. Bien sûr. En me disant, quelque part, je n'approuve pas, mais de toute façon, toi, tu es différente, je le sais depuis que tu es née. Quelque chose comme ça. Et donc après, il y a eu cette période avec l'arrivée au Cap d'Agde, la connaissance d'une vie un peu différente. Donc 3 ans après. Voilà. Hein? Exactement. Avec mon petit ami. Avec votre petit ami, vous partez au Cap d'Agde. Très bien. Et là, alors, j'ai eu une expérience avec une fille, pour la première fois. Quand vous dites expérience, je peux vous... Bon, c'était une relation sexuelle. D'accord, très bien. Voilà.
J'ai vraiment beaucoup aimé le... Alors, bizarrement, alors que j'étais très amoureuse de mon fiancé de l'époque, je n'étais pas amoureuse de cette fille. Mais par contre, le corps de la femme, etc., c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup. Et j'avais besoin de vivre cette expérience et j'ai pris beaucoup de plaisir. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est fait des amis là-bas et qui nous ont invités à Paris pour un salon qu'on appelait le Salon de l'érotisme à Paris. C'était un énorme événement. Et en fait, tous ces amis du Cap d'Agde nous ont dit « mais il faut absolument que vous veniez là-bas, c'est l'événement ». Nous, on n'avait pas d'argent, quoi. Donc, on se posait la question de comment on allait faire, etc. Et en fait... Par exemple, il y avait certaines personnes qui vendaient des vêtements sur le salon, d'autres qui faisaient des spectacles sur scène. Attendez, Oui, quel genre de c'est le salon de l'érotisme, donc D'accord. forcément tout tourne autour de la sexualité et de la beauté. Et moi, je suis propulsée là-bas, j'ai à peine 18 ans. Parce que mon petit ami me dit, bah, ça te donnait envie de les suivre tous là-bas à Paris pour ce salon. Et il m'a fait la surprise pour mon anniversaire. Donc nous voilà partis à Paris. À l'époque, j'avais l'impression d'être dans une boîte, quoi. Et que tout à coup, mes 18 ans la faisaient s'ouvrir. Et j'avais une soif. Et dans cette voie Oui, parce érotique, Oui, alors, c'était pas la sexualité qui m'attirait. Et toute ma vie, C'était quoi je n'ai eu de cesse de le répéter. Pas parce que c'est honteux ou quoi que ce soit, c'est Mais juste c'est que pas c'était pas honteux, ça. mais la sexualité, madame, n'est pas honteuse. du Non, tout. c'est vrai, mais Hein? ce que je veux dire, c'est que j'ai eu, et vous allez comprendre, devoir me justifier tout au long de ma vie par rapport à ces choix. Mais je dois avouer qu'à l'origine, la période dont je vous parle, c'était une soif de vivre, quoi. Voilà. Une soif de connaître, de rencontrer, de voir, d'expérimenter. C'était, mais violent. C'était violent. Ah oui, c'était de la violence, carrément. Ah, pourquoi c'était violent? C'était violent parce que moi, j'avais de la violence en moi quand on m'interdisait les choses. Et quand j'ai eu 18 ans, cette violence envers mes parents qui m'interdisaient est devenue de la violence de vivre, quoi. D'expérimentation, je sais pas comment dire, mais c'était puissant, intense. Et je voulais croquer la vie à pleines dents. Alors, le fait de vouloir croquer la vie, ça c'est tout à fait entendable, mais le fait d'introduire la notion de violence, Ouais, je sais pas pourquoi, n'est-ce pas, c'est énigmatique ça. Je suis d'accord, mais c'était en moi et je peux pas le nier. Je peux pas le nier. Je pense que Je ne vous demande pas de nier, simplement de m'apprendre quelque chose sur cette violence. Je pense que j'ai gardé ça en moi tout au long de ma vie jusqu'à présent. Mais quand je parle de violence, c'est que ma vie est un combat, je crois. C'est-à-dire, Un combat pour me trouver moi-même, oui, un combat pour être acceptée par qui? par le monde. Moi, je ne vois pas les choses en psy, désolée. Non, mais, Non, horrible, désolée. n'allez pas être désolé. Oui, je pense par le monde. Vous voulez être... Moi maintenant. Mais j'ai passé ma vie à vouloir être acceptée, oui, je pense. Si vous voulez, là, je viens d'avoir 40 ans. Si vous voulez, cette question de la féminité et de la domination est au cœur de ma vie. Surtout parce que j'ai donné aussi naissance à une petite fille. Et donc, ça me renvoie à ma propre enfance et éducation. Bien sûr, parce que je n'ai pas oublié que vous avez dit que vous avez des parents qui sont nés en Algérie. Oui. Nous ne pouvons pas... Espagnol en plus d'origine. Oui, Nous, on est pieds noirs, hein, mais on Oui. a vécu en Algérie pleinement. voilà. Donc le Enfin, fait... pas moi, mais mes parents et... Oui, c'est l'environnement. Mais allez-y, continuez. Si vous voulez, je pense que j'ai toujours porté sur mes épaules le poids des femmes. Pour plusieurs raisons. C'est que ça me met hors de moi, la différence qu'on peut prêter aux hommes et aux femmes dans la société, l'inégalité des salaires, le droit des chances. Et c'est comme si je portais ce poids-là, et en plus... Excusez-moi, c'est comme si on vous portait ces points-là. Oh, je le porte, oui. Je peux le dire. Je porte ça et j'ai eu toute ma vie l'impression de devoir dominer, prendre le pouvoir. C'était pour la liberté, le droit de faire ce qu'on veut, la Mais est-ce liberté que vous des pensez chances, qu'on des peut- droits. Est-ce que vous pensez-vous que nous pouvons faire ce qu'on veut, soit indépendamment de genre? Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être une femme totalement libre, mais c'est parce que je pense m'en être donné les moyens. Notamment... Quand vous dites totalement libre, c'est quoi une femme totalement libre?
C'est quoi ça? Libre financièrement, libre intellectuellement et libre émotionnellement d'aimer qui je veux. Je sais que toutes les femmes ne sont pas dans cette situation. C'est vrai ça. Et si vous voulez, j'ai tellement pas voulu être dans ce schéma que je pense que je l'ai presque inversé. Ah, ça c'est très bien dit ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'en revenant de ce séjour parisien à l'âge de mes 18 ans, en fait là-bas, on m'a proposé de faire des films pour adultes avec mon petit ami de l'époque. Ça m'a beaucoup fait sourire parce que moi j'avais une vie, j'étais en 2e année de commerce dans le sud, avec ma famille c'était improbable. Et c'est vrai que mon petit ami, lui, bon voilà, vous pouvez admirer Rocco Siffredi, ce genre de personnalité très forte, très virile, etc. Sur le moment, j'ai pas du tout tilté. Mais à partir du moment où on m'a donné cette information, comme quoi, en gros, hein, je pouvais aller à Paris, être libre, parce qu'en fait, on m'a fait ce genre de proposition, parce que c'est vrai que j'étais jolie, j'avais 19 ans, 18 à l'époque. On était beau avec mon petit ami, et c'est vrai que dans ce contexte-là, où il y avait plein de réalisateurs, de producteurs, dans cet univers du X, on s'est fait remarquer. En plus, comme on n'avait pas du tout d'argent, mon petit ami de l'époque, je l'aimais beaucoup et il est décédé. Je vous donne l'information comme ça, c'est fait. Il travaillait à la sandwicherie et moi, on m'a proposé de faire des striptease pas nus, qui finissaient en petite culotte, dans un espèce de théâtre, dans le salon, donc protégé, etc. Et comme c'est vrai que j'ai jamais eu de problème avec la nudité... etc. Et que je trouvais Etc. Ça veut dire quoi? Bon, la nudité, le corps, je sais pas comment expliquer, c'est pas une pudeur pour moi. J'ai d'autres pudeurs, bien plus ancrées, mais le corps n'en est pas une. D'ailleurs, je continue aujourd'hui dans mon spectacle de cabaret, etc. C'est une forme de... J'ai l'impression que c'est comme un pouvoir que je porte et je l'utilise en fait sans... C'est pas une faiblesse en fait de me montrer et par rapport à tout ce que peuvent dire les féministes, et j'entends ce message-là, mais en fait moi j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que mon corps est une force et je l'utilise. Le corps, la danse, la légèreté, vous voyez, c'est pas moche pour moi. Mais c'est pas moche du tout. Non, mais ça peut sembler moche aux féministes dont je parle, parce que pour elles, c'est très important de préserver une certaine intimité pour prouver qu'on peut être une femme sans se servir de son corps, en fait. Mais est-ce possible? Ah oui, c'est possible. Être femme sans... Ah oui, oui. En tout cas, s'en servir moins que moi, c'est possible. Je pense. Et si vous voulez, ma limite, c'est la vulgarité. Et j'ai conscience que ma vulgarité ne peut ne pas être votre vulgarité. C'est-à-dire que je peux sembler vulgaire à certaines personnes. Mais ceux qui m'aiment, qui me comprennent, qui me connaissent, etc., voient cette même limite que moi et voient que ce n'est pas vulgaire. Et déjà, à cette époque, donc j'ai commencé là, je me suis rendu compte que ça comblait un fantasme quand même, l'exhibition. On a rencontré ensuite un réalisateur qui s'appelait Fred Coppola. Cet homme a tout changé dans ma vie parce que ils m'ont tous proposé de tourner, etc. Lui, il est venu vers moi, il m'a dit je sais que tout le monde parle de vous là sur le salon et qu'ils veulent tous vous débaucher pour venir à Paris. Le truc, c'est que c'est un business dans lequel les stars couchent entre elles, elles savent pas qui, on arrive sur le plateau, on sait pas avec qui. Je dis alors, je t'arrête tout de suite, Fred, on ne se connaît pas, mais ça ne m'arrivera jamais parce que je ne supporte pas que quelqu'un me touche ou me donne. Il me dit, tu sais quoi, je savais que tu allais me dire ça et que je sais que c'est ton frein. Non mais ce mec me parlait comme s'il me connaissait. Ce que je te propose moi, c'est de tourner avec ton petit ami, qui lui apparemment a très envie de tourner, se sent capable de le faire. Tu viens, tu fais un film, 2, on voit, je te fais un contrat d'exclusivité, tu ne tourneras qu'avec lui, on fera des scénarios en fonction de ta personne. Et en fait, c'est cette personne, c'est ce Fred qui a en fait déclenché quelque chose en moi. Nommer cette chose.
Le premier nom, cette non, possibilité. cette possibilité. Ah là, le mot. Ouais. Il a déclenché... Parce que en fait, c'est quelqu'un qui avait 15 ans de plus que moi, qui était dans un univers qui était opposé au mien, dans le monde du X, qu'on salit, enfin, je veux dire, c'est mal vu, c'est pas... Et cet homme est venu, avec sa casquette et son bermuda, de façon très drôle et sympathique, me dire qu'en fait, une autre vie était possible, et en plus, de la façon qui pourrait me convenir. Et il me parlait comme s'il me connaissait, et il finissait mes phrases, c'était assez dingue. 15 ans de plus, quand même. Bon, je ne vous cache pas que le retour à Marseille dans la classe, ça n'a pas été facile, que tous mes camarades... Ah ouais, ça a été... La première fois, j'ai senti... Deuxième fois... Ouais. La première fois, j'ai senti un décalage, comme si je me sentais un peu plus grande que les autres. Mais là, cette fois-ci, je me sentais plus du tout à ma place. Vraiment, c'était devenu un espèce de rêve qui se déroulait devant moi, et moi, j'étais ailleurs. Je suis partie, j'ai senti, alors que personne d'autre ne pouvait le faire à ma place, qu'un chemin s'illuminait devant moi, s'éclairait en pleine nuit, parce que j'étais quand même dédiée à travailler dans la banque, ou j'étais en BTS Action Co, quoi. Enfin, je me voyais pas du tout là-dedans, et en même temps, bah, c'était la vie, fallait vivre comme tout le monde, fallait faire ça. Et tout à coup, il y a un chemin qui s'est allumé devant moi, et j'ai senti que c'était ma voie. J'ai découvert que le monde du X était un super milieu où les gens sont drôles, gentils, que les travailleuses du sexe qui font ça par besoin ont pris le pari de se dire: je ne donnerai pas mon corps à l'usine 8 heures par jour. Je vais le donner différemment, mais 1 heure par jour. Et je vais gagner le triple. Alors, donc, dans ces cas-là, c'est pas donné. Que les dames qui travaillent, qui font actrices, qui ont des rapports sexuels filmés, etc., c'est un travail. Oui, exactement. Juste pour vous compléter, c'est pas parce que il y avait elle et il y avait moi. Je vous jure que non. Bien, je comprends tout à fait. C'est simplement que moi, je n'étais pas dans leur cas. Exactement. Et que je suis arrivée dans ce milieu où j'ai vu vivre des gens tellement différemment de ce qui m'avait été expliqué que j'ai compris à ce moment-là qu'il ne fallait pas juger. Et qu'une femme pouvait être une vraie femme, aimant même ses petites amies, son amie, parfois avoir des enfants, et se servir de son corps... pour son plaisir. Pour son plaisir, aussi pour se nourrir, parce qu'il y avait des femmes, il y avait des filles qui se disaient nymphomanes et qui faisaient ce métier parce qu'elles avaient besoin de sexe, je me reconnaissais pas là-dedans. Oui. Quelle expérience, à 19 ans, d'atterrir dans un milieu mal vu, bienveillant à outrance. Non mais c'était vraiment trop. C'est-à-dire que Fred copula. S'il y a une fille qui fait une scène et qui change d'avis, déchire le contrat. Je veux dire, aujourd'hui, on a des cas à l'exact opposé, où les filles sont forcées. Il y a des procès en ce moment, c'est dramatique. Des gamines qui font ce choix-là à 18 ans et qui se retrouvent à 30 en espérant que ça ne sorte jamais. Quand ne sort jamais, de quoi parlez-vous? Les images. Oh, les images, d'accord. Ça peut être... ça peut tuer une vie. Bien sûr. Ok. Oui. Et si vous voulez, j'étais au milieu de ce monde-là, bienveillant, avec des filles déterminées à vivre par leurs propres moyens, en utilisant leur corps parce que ça les chantait comme ça. Et même si je me reconnaissais pas, parce que moi je voulais tourner qu'avec mon petit ami, etc., eh ben je les admirais. Je me disais, waouh, elles ont séparé pratiquement le corps et l'esprit. Il n'y a que ce qu'elles veulent en faire qui est important et elles n'y mettent pas de sentiments. Très bien. Alors comment est-ce que vous pouvez m'aider à saisir un peu cette logique, la séparation du corps et de l'esprit? C'est comment ça, selon vous? Alors moi je dis ça, mais en réalité... Ah, mais c'est que vous dites là, c'est très solide, c'est très vrai. En revanche,
Ce qui m'intéresse, c'est votre hypothèse, c'est votre théorie. Pour quelle raison cette séparation entre corps et esprit? Est-ce que avez-vous une idée là-dessus? Oui, quand je dis le corps et l'esprit, j'ai plutôt l'impression de dire l'amour et l'acte physique. Dans ce contexte-là, c'est ça que j'ai voulu dire. Moi, je n'ai jamais réussi à séparer ça. Par exemple, des hommes dans ma vie, j'ai dû en avoir 5. Parce que j'avais besoin d'aimer. Oui. Et j'ai aimé 5 fois, de façon très différente. Hein. Et évidemment, j'aime vraiment mon mari, et maintenant je me rends compte de ce que c'est vraiment aimer. Oui. Parce que c'est un travail, c'est pas... Ah, aimer, c'est un travail. Oui. C'est très bien dit ça. Non mais c'est vrai, c'est une attention de tous les jours. De tous les Je veux jours, dire, madame. la pulsion qu'on a, les 6 premiers mois, c'est très sympathique. On a tous envie de vivre ça, on est tous amoureux de l'amour et de ses prémices. Mais finalement, moi ça fait quand même 10 ans que je suis avec mon mari. Et cette phase-là, elle passe rapidement pour amener sur d'autres champs extrêmement intéressants. Mais en tout cas, cette pulsion de départ, vous savez, l'amour pétillant, Exactement, oui. je l'ai ressenti 5 fois dans ma vie. Ça a été avec les 5 hommes avec lesquels j'étais. Mais Oui, quand... mais un seul a fait de vous mère. Complètement. Ah oui, oui, complètement. Il y a eu... Mère dans le sens, j'ai fait référence, il est le oui, père de tout à fait. votre Ah enfant. oui, complètement. Ça voilà. aurait pas pu être autrement. Vous avez choisi, vous avez eu 5, Ouais. vous avez aimé différemment, mais c'est celui-là, Ah oui. c'est pas n'importe lequel, c'est celui-là Celui-là. qui vous avez dit, non, bon, toi, tu seras le père de ma fille. Oui. Moi, je vous parle d'une expérience, enfin de ce que je vous dis, la période dans le milieu, dans mon immersion, Oui. ça a 20 ans. À cette époque, nos films passaient sur Canal, et Canal a imposé une charte sexuelle, donc limitative, Mais sur ce qu'ils oui. voulaient voir et ne pas voir. Exactement. Les filles pas forcées, le consentement, nanana. Et donc moi, je suis arrivée dans cette période un peu stérilisée, parce que c'est carrément ça, c'est pas la grande folie du cul, pardon pour le truc, mais c'est ça. Parlez librement, C'est- je vous prie. C'était quand même cadré. Mais j'ai découvert quand même un monde pour moi extraordinaire, parce que je m'attendais pas je vous dis, à autant de bienveillance, et puis c'était fait sainement. Franchement, je me sentais bien avec eux. Ils étaient différents et je me sentais bien avec eux. Mais est venu le moment de me trouver moi-même, parce que c'était un passage sur mon chemin, mais c'était pas du tout ma place finale. Je le savais. C'était un processus qui devait passer par là. Et donc, si vous voulez, j'ai eu une chance énorme, c'est que Canal+ me repère et me propose une émission mythique de l'époque, et je suis devenue célèbre grâce à cette émission. Ça s'appelle Le Journal du Hard. Je l'ai présentée donc durant 7 ans. Et j'ai appris un métier là. Si vous voulez, le sujet, je le trouvais très, très sympa, mais c'était pas ma préoccupation principale. Ma préoccupation principale, c'était de me former en tant que présentatrice. J'ai beaucoup, beaucoup appris. J'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens. J'ai bougé. J'ai appris. Et Canal m'a véritablement Donc, appris ce métier. Donc, si j'ai bien compris, donc la chose sexuelle, ce n'est pas ça qui vous intéressait, c'était simplement le désir de savoir, d'apprendre. Oui, puis je suis très curieuse, c'est vrai. Voilà. J'ai appris le métier de la présentation télé ici. Chose improbable, il y a une chaîne à l'époque qui émergeait, qui s'appelait Énergie 12, qui n'était pas du tout comme elle est aujourd'hui, pas orientée sur la télé-réalité, mais qui cherchait, si vous voulez, à se créer un univers, se créer une image, une identité. Alors là, changement de décor, et là, je me sentais rentrer en phase avec ma propre vie, en fait. Parce que je me suis servi de l'expérience du sexe, de Canal, du milieu du hard, etc., pour me créer comme un personnage, pour m'affirmer aussi en tant que personne, savoir comment me comporter avec les gens. C'était l'école de la vie, en fait. Et vers 25 ans, voilà, j'ai atterri sur une chaîne qui était une chaîne plutôt réservée, pas aux enfants, mais aux ados. Et donc, on m'a quand même extrait de ça, on m'a donné ma chance. Et là-dessus, j'avais vraiment beaucoup de volonté d'être artiste, en fait. J'avais beaucoup de choses à exprimer, tant au niveau des textes que je pouvais écrire. J'écrivais des chansons. Et j'ai produit, parce que j'avais un petit peu les moyens, 2-3 chansons
Et comme la vie a été vraiment merveilleuse avec moi, un jour, Valérie Michelin, la directrice de Sony BMG France, m'appelle, me dit bonjour Clara, de façon très décontractée, j'ai un artiste qui a écrit une chanson sur toi. Comme quoi tu es son objet un peu d'attirance, son icône, bon bref. Ça s'appelle Clara, on voudrait vraiment que tu sois dans le clip. Est-ce que tu peux venir chez Sony? Bon, moi, si vous voulez, avec le métier, enfin l'origine que j'avais, je me sentais pas forcément acceptée dans tous les milieux. Quand j'ai passé l'immense bâtiment de verre, je peux vous dire que c'était quelque chose pour moi, même si ça, voilà, c'était rien, mais c'était la petite Marseillaise qui rentrait par la grande porte des grands artistes, Michael Jackson, enfin ils sont tout le monde, Sony. Et en fait, je regarde cette dame qui est complètement pas du tout dans mon passé, qui est très décomplexée, tout ça, qui me raconte son truc et en fait, je l'écoute pas vraiment parce que j'ai qu'un seul message à lui passer, c'est est-ce que vous pouvez écouter les 3 titres que j'ai faits sans en parler à personne? Parce que si ça a un sens pour vous, ça a beaucoup de sens pour moi. Donc, je vous dis pas non hein, pour votre artiste, mais je vous avoue que je suis venue avec cette idée derrière la tête. Elle a vu du potentiel en moi, et le fait qu'elle en voit, ça m'a rempli de joie. Et j'ai signé pour 3 albums. Donc c'était vraiment le contrat de ma vie, avec des clips qui passaient en télévision, une expérience d'artiste sur les routes, de tournée, danseuse derrière, producteur, la vie de studio. C'est une époque où j'ai survolé ma vie. Ça a été... Je me suis regardée de haut, quoi. C'était... Je vivais à fond mon rêve parisien. J'ai fait 2 albums sur 3, ça s'est très très bien passé. Et tout s'est enchaîné, si vous voulez, de façon à ce que j'ai eu envie aussi de butiner ailleurs. C'est-à-dire que le théâtre m'attirait. Butiner? Oui, butiner. Parce que j'ai remarqué, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, ça m'intéresse beaucoup votre avis là-dessus. J'ai l'impression le monde est un peu séparé en 2 là-dessus. Il y a des gens qui vont, comment dire, avoir une passion presque depuis l'enfance, se spécialiser, travailler comme un acharné, vouloir être le meilleur. Moi, ma passion dans la vie, ça n'a pas été de me perfectionner dans un domaine, mais d'expérimenter la vie. Très bien. Est-ce que vous pensez que tout est possible dans une vie? J'ai appris à me dire à moi-même que tout ce dont je rêvais, je pouvais l'avoir par la force de travail. Et il y a une phrase qui résonne toujours en moi, qui est de Mark Twain, qui dit « Il ne savait pas que c'était impossible, donc il l'a fait ». Oui, on ne sait pas si c'est tout à fait lui la phrase. Hein? Très bien, il y a eu plusieurs auteurs potentiels. Voilà. J'ai retenu celui-ci. Mais en fait, ça me parle énormément parce que c'est vrai, quand on pense que c'est possible, si on retourne la phrase, oui. Eh bien, ça le devient. Si on pense que c'est impossible, quoi qu'il y arrive, on n'y arrivera pas. Tout n'est pas possible. Tout n'est pas possible parce que nous sommes des êtres parlants. Je vous dis ça comme je... Hein, non, ça fait écho à ce que je dis à ma fille, que tout est possible et que sa vie, elle doit l'inventer. C'est simplement pour que... Oui, mais c'est tellement important pour moi de lui dire qu'aujourd'hui, une femme, pour réaliser ses rêves et inventer sa vie. Ah oui, ah ça oui. Là, nous sommes d'accord tous les deux. Après, si elle veut être la première présidente de son pays, elle aura beaucoup plus de travail. Exactement. Et il faut qu'elle s'en donne les moyens. Exactement. Mais je ne dis pas que c'est impossible. Exactement, oui. La beauté de l'affaire humaine, c'est exactement parce que nous ne connaissons pas notre désir. C'est quand nous arrivons, on dit, ah tiens, je ne savais pas que je désirais ça. Oui. Mais ça, c'est a posteriori. Ça ne peut pas être fait. Parce que quand vous dites, n'est-ce pas, que si on veut, hein, on peut et on va réussir, etc., il y a des gens qui rament. La vie est pleine de surprises, oui. La vie est pleine de surprises. C'est sûr, parfois ça nous mène ailleurs, oui. Exactement, oui. Et ça va avec la suite de ma vie d'ailleurs. Ça nous mène ailleurs. Allez-y, dites. Avec une vie de combat, parce qu'on peut dire ça comme ça, je me suis battue toute ma vie pour être acceptée par rapport à mon passé, par rapport aux nouveaux choix. Quand vous dites passé, vous dites vos parents, grands-parents? Non, non. J'ai fait la paix avec eux assez tôt.
Ma mère m'a soutenue assez tôt. Mon père a suivi. Et mon grand-père, ça a été beaucoup plus difficile parce que c'était le très grand pilier dans ma vie. Il n'a plus parlé à ma mère parce que pour lui, c'était de sa faute. Ça a été un peu plus compliqué. Le fait que vous puissiez Faire prendre du- la voie Oui, du cinéma. oui, de l'érotisme, de tout Oui. ce, même des photos. Enfin, lui, c'était pas possible pour lui. Avec là d'où il venait, il a fait la guerre. Il pouvait pas. Enfin, C'est pour une lui, autre j'étais une génération, oui. prostituée, si vous voulez. Il a pas. Enfin, il fait Non, aucune vous n'étiez pas différence. prostituée. Non, mais Vous moi, l'avez je le expli- sais. Oui, oui. Mais Et lui, moi, je tiens à vous dire. bah merci. Parce que- Mais en même temps, encore une fois, je trouve pas qu'être une prostituée, c'est dramatique aujourd'hui. J'ai grandi, j'ai mûri. Oui, oui. Mais c'est vrai que c'était pas ma vie. Exactement, oui. Et il est toujours vivant, votre grand-père? Non. Très bien. Mais il est parti en comprenant à peu près ce que je fais et je pense en me soutenant. D'accord. Alors que il était sur Mars et moi sur Vénus. Et on s'est rencontrés et il est parti. Moi, j'étais paisible avec ce départ, même s'il me manque énormément. Mais je savais qu'il avait accepté, c'était important pour moi. Et pour revenir à la féminité, si vous voulez, aujourd'hui, être une femme, pour moi, c'est revendiquer l'égalité absolue. Pas l'égalité dans le sens où on ne veut pas être comme vous, mais l'égalité des chances. Quand vous dites vous Les hommes, c'est l'égalité des chances et des droits. Je parle de ça, en ce qui concerne l'égalité. Mais aussi le droit d'être une femme à notre manière, C'est très bien dit ça. portant la féminité d'une façon qui nous est très personnelle, Exact. à nous les femmes. Moi, personnellement, c'est bien éduquer ma fille, lui faire comprendre mes choix. Je veux pas absolument qu'elle me valide, je veux qu'elle comprenne par où je suis passée, et je veux qu'elle comprenne que la vie est un terrain de jeu, que c'est vaste, et qu'il faut se donner la chance de la liberté. Ça, c'est très important pour moi, parce que je veux qu'elle m'aime. Donc, j'ai besoin qu'elle me comprenne. C'est pour ça que je ne cache rien chez moi. Je continue à faire du cabaret. Je continue à faire des calendriers où la nudité n'est pas un problème. Ça traîne chez moi. Ce n'est pas du tout un mystère. Je ne veux pas du tout en faire un mystère. Pourquoi ça traîne chez vous? Parce que quand je dis ça traîne, c'est qu'on ne fait pas attention à le cacher. Si ça traîne, ça traîne. Je ne vais pas prendre un truc avec la peur au ventre que Voilà. ma fille le voit. Oui. C'est très important pour moi qu'elle comprenne. C'est-à-dire que ça résonne avec quelque chose qu'on me dit souvent. C'est « Mais comment tu vas faire pour annoncer à ta fille quand elle aura 15 ans que tu as fait du porno ?» Ces questions-là, je les ai portées toute ma vie. Tout ça, j'ai passé. Mais on vit dans ce monde. Eh bien. Donc il faut préparer ses enfants aussi. Alors, donc, on va par étapes. Donc, aujourd'hui, vous m'avez dit que vous avez 40 ans. Oui. Et donc, vous avez parlé de votre fille, donc quel âge? 5 ans. 5 ans, très bien. Et vous pensez, puisque vous m'avez tendu la perche, il y a quelqu'un, une indélicate ou un délicat, je ne sais pas qui, comment vas-tu faire ça quand elle va expliquer à Voilà, ta fille? oui. On en était Comment? Eh bien, travaillons ça ensemble tous les deux là. Comment vous avez pensé faire? Mais si vous voulez, moi, c'est ce que j'allais vous dire. Cette question, elle me paraît un peu surréaliste en tant que telle. C'est-à-dire que quand on me dit ça, je comprends l'interrogation presque idiote, en fait, pardon, mais qui m'arrive. Parce qu'en fait, c'est comme si les gens se pensaient que toute ma vie, j'allais vivre un truc, que ma fille allait vivre autre chose, et qu'à l'âge de 15 ans, on se rencontrerait, et que j'allais devoir lui avouer quelque chose, qui j'étais, en fait. Et ça me semble, mais vraiment débile, en fait. Alors, avec ma fille, on discute de tout. Elle a 5 ans, je lui demande ses expériences, je lui donne mon avis, je lui raconte ce que je fais. Elle me pose des questions, j'y réponds toujours, avec des mots d'enfant, mais je dis toujours la vérité. Et si vous voulez, j'ai l'impression que, quoi qu'il arrive, tous les jours, on s'apprend, elle et moi. Donc, à 15 ans, cette question n'arrivera pas. Ou alors,
peut-être qu'elle va se rendre compte qu'il y a des choses à trouver sur Internet et elle tombera dessus, mais si vous voulez, j'espère qu'on aura suffisamment parlé et qu'elle sera suffisamment ouverte d'esprit pour se dire, bon, je vais pas aller regarder ça, j'ai vraiment pas envie de voir ça. Voilà. Simplement, ma mère a eu besoin de passer par là pour se trouver en tant que femme. Elle a une belle carrière. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, je gère des employés. D'autre part, je produis un spectacle de cabaret. J'ai des artistes avec moi qui me suivent. Et j'espère que ma fille verra ça et comprendra aussi par mon parcours que tout ne nous est pas donné. Que parfois, on fait certains choix parce que c'est devant nous, parce que c'est la vie et que ça nous mène ailleurs. Et que, voilà. Par contre, il y a des choix qu'on fait à 19 ans, qu'on ne ferait pas à 30, pas à 40, ça c'est certain, mais qu'on fait à cet âge-là parce que c'est l'époque, ils peuvent marquer une vie. Et ça, j'avais pas du tout la notion. Pour ça, je pense, j'aurais aimé qu'on me le dise. Vos parents n'ont pas dit? Non, ma mère m'a dit, en gros, hein, je suis dépassée, fais-le puisque je sens que je ne peux pas t'en empêcher, je t'aimerai toujours, tu seras toujours ma fille, je serai toujours là pour toi, je te soutiens mais je comprends pas. Et ça, j'ai trouvé que c'était avoir une ouverture de cœur Oui. absolument phénoménale. Voilà. Et ça, c'est magnifique. Oui, mais bien sûr. C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait, quoi. Tout à fait, exactement. Ça, c'est pour votre mère et votre père. Mon père, c'est pas pareil. C'est un peu spécial. C'est que mon père, il était un peu moins présent parce qu'il avait une passion. C'était la musculation. Il a été 7e au championnat de France de culturisme. Et donc, il vivait quand même beaucoup sa passion. Il a été présent, hein, il n'y avait pas de problème. Mais en ce qui concerne les décisions des enfants, il l'a laissé un peu à ma mère. Parce que quand même très préoccupé par sa vie d'homme. Pour nous, ça a été un peu catastrophique, en fait, ces choix-là, à lui. Ben, c'est-à-dire qu'il y avait des anabolisants dans l'histoire, il y avait un concours. Quand vous arrivez dans des hautes sphères, championnat de France, etc., en ce qui concerne le culturisme, ça devient assez compliqué parce que vous devez vous doper pour réussir. Et si vous voulez, il était pris dans une espèce d'engrenage, dans un espèce d'engrenage environnemental, en plus avec des gens qui le poussaient, des directeurs de salle, des coachs, Bon, c'est du sport, quoi. Et si vous voulez, nous, on l'a très mal vécu parce que ça s'est mal fini. C'est-à-dire? Ça s'est fini en hôpital psychiatrique, avec un soutien que ma mère a apporté. Je crois que j'ai vraiment compris la force de ma mère à cette époque-là, qui en même temps s'occupait de nous, allait voir mon père tous les soirs. Bon, il s'en est sorti et tout ça, mais c'était une période pas drôle. Je pense que j'ai aussi fui ça parce que trop compliqué, trop de poids. C'était aussi ça la liberté, de vivre sa propre vie. Mais ma mère a été puissante et j'ai beaucoup de respect pour ça parce qu'elle a tout su gérer. Et même s'il y avait des disputes dans le couple, ma mère a toujours tout caché, on n'a jamais rien vu. En fait, on s'est rendu compte que ça allait pas quand c'était le drame de l'hôpital, si vous voulez. Avant ça, elle a tout fait bien pour qu'on soit équilibré, qu'on ne voit rien. Elle tout fait. Et ma mère, je la porte comme ça, quoi. C'est un exemple de femme incroyable. Est-ce que, pour conclure, souhaitez-vous un dernier mot pour cette conversation? Eh bien, ce que je dirais, c'est que c'est assez rare de nos jours de pouvoir se livrer, d'être face à quelqu'un d'ouvert comme vous, qui est dans la bienveillance. C'est moi qui vous remercie, madame. Avec plaisir. Entrez bien. Merci. Vous voulez plus de moi? Je dois m'en aller. Merci. Allez-y. Merci d'être venu. Merci à vous.